Alors, pour cette deuxième partie de l'activité, on a pensé s'abreuver à la source même de notre motivation, c'est-à-dire celle des étudiantes et des étudiants qui vivent des transitions. Alors, voilà la formule que je vous propose pour la deuxième partie. Il y a 2 étudiants invités que je vous présente bientôt qui ont accepté de répondre aux questions de nos coordonnateurs de chantier en fonction de l'expérience qu'ils ont vécue ou d'étudiants et d'étudiants qu'ils ont côtoyés au fil des transitions vécues dans leur parcours. On a aussi souhaité entendre ce qu'en dit la recherche. C'est pourquoi on a le bonheur d'avoir avec nous M. Michael Godreau, qui est enseignant en statistique et chercheur pour ECOB Recherche et Transfert du Cégep de Jonquière, qui va venir éclairer les propos de nos invités à la lumière de différentes recherches. Alors, nous accueillons Mme Isabelle Fortin-Veillette, étudiante à la maîtrise en ethnoarchéologie de l'UQAC. Monsieur Alexis Diard, finissant au baccalauréat en communication interculturelle et médiatique, ainsi que président du MAJUQAC. Madame Fortin-Veillette, Monsieur Diard, bienvenue. Bienvenue aussi à Michael Godreau, chercheur pour ECOB. Alors, je vous laisse vous présenter plus amplement, notamment en mentionnant le type de transition qui vous amène devant nous aujourd'hui. OK, bonjour tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Isabelle Fortin-Veillette. J'ai fait un retour aux études, en fait, à l'âge de 33 ans. Donc, je me suis lancée dans les études universitaires avec un bac en histoire, excusez-moi, et un certificat en archéologie en même temps, ici à l'UQAC. Et puis, donc, c'est effectivement un retour aux études, mais je ne suis pas passée par le cégep. Donc, j'ai tout un espèce de cheminement, de réapprentissage des méthodes d'enseignement, des méthodes de rédaction que j'ai dû faire. Et puis, actuellement, donc là, je suis inscrite à la maîtrise en ethnoarchéologie, qui est une maîtrise sur mesure, en fait, qui a été faite par Éric Langevin à l'UQAC. Et puis, donc, ça a suivi, en fait, un petit peu mes intérêts à la suite de mon bac, quelque chose qui n'existait pas nécessairement dans le cursus de l'UQAC. Donc, Éric a pris mes intérêts, puis il a fait quelque chose vraiment sur mesure pour moi. Et puis, à la fin, en fait, de mon bac et de mon certificat, donc, j'ai été engagée au Conseil de la Nation Atikamekw en tant que femme Atikamekw. C'est important de le dire aussi. Donc, c'est ça. Donc, je suis employée aussi du Conseil de la Nation Atikamekw depuis la fin de mes études. Donc, insertion au marché du travail. Et puis, voilà. Merci. Bonjour, donc, moi c'est Alexis Diard, donc, je suis un étudiant français, vous allez vite fait l'entendre. Ça fait 6 ans que j'étudie au Canada. J'ai 23 ans. J'ai commencé au Cégep de Saint-Félicien. Je tiens à remercier Sylvie Prescott, Julie, Guillaume, que je vois dans la salle du Cégep pour tout ce qu'ils m'ont apporté. En technique de l'informatique, donc pendant 3 ans. Ensuite, j'ai décidé de faire une toute petite insertion socio-professionnelle. J'ai été technicien en technique de l'informatique à Ubisoft Saguenay, proche d'ici, à Chicoutimi. L'espace de quelques mois, environ quasiment une année. Là. Puis ensuite, j'ai recommencé les études à l'UQAC au baccalauréat en communication interculturelle et médiatique. Je me suis impliqué rapidement dans l'asso générale étudiante. J'ai commencé en étant secrétaire général la première année, puis depuis 2 ans maintenant, je préside le mouvement étudiant de l'université, donc le MAJUQAC. Donc c'est ça, j'ai vécu plusieurs transitions, des transitions interordres, donc du cégep jusqu'à l'université, intercycle prochainement, en commençant aussi potentiellement une maîtrise en sciences politiques, puis forcément une transition vers le monde socio-professionnel quelque peu, même s'il a duré quelques mois, il m'a permis aussi de beaucoup réfléchir sur ce que c'est qu'être étudiant et de sortir temporairement du monde des études. Donc j'en ai appris beaucoup, puis on aura l'occasion potentiellement d'en reparler aujourd'hui. Bonjour, on m'entend, oui? OK. Michael Godreau, donc enseignant-chercheur en statistique. Je vais vous parler aujourd'hui, je viens pour rebondir sur les témoignages de nos étudiants pour amener des éclairages différents.
Mes travaux de recherche portent beaucoup sur la transition secondaire collégiale. Donc, je connais un petit peu moins la transition cégep-université, mais je vais quand même m'appuyer sur différents travaux, entre autres mes travaux sur la réussite des étudiants du collégial que je réalise avec le CRISPECH, l'ERIPI et la Fédération des cégeps. Donc, vous avez à l'écran différents travaux sur lesquels je vais me reposer. Puis ces travaux-là seront aussi disponibles sur le pôle. Donc, si vous voulez retourner dans les références, si vous voulez aller voir, vous aurez l'occasion de le faire. Et ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, donc, je vais aller voir des travaux. Il y a des analyses qui ont été faites sur l'ensemble des étudiants qui font leur transition, mais aussi plus spécifiquement sur les étudiants plus âgés, donc 24 ans et plus, de retour aux études, les étudiants autochtones, les étudiants internationaux. Donc, il y a différentes analyses qui sont en cours. Je suis responsable de cette enquête-là. Aussi, je mène des travaux à Montréal sur la transition secondaire collégiale avec l'ensemble des commissions scolaires, les centres de services et les 12 cégeps de l'île depuis 4 ans. Et on a fait un tableau de bord, il y a eu un webinaire aussi, donc ce sera des éléments que je vais soulever dans mes réponses. Et des travaux d'autres aussi. Donc, il y aura différents éléments. Puis, si je vous parle rapidement de ma transition, en fait, moi, je viens d'un petit village à Albanel, étudiant de première génération, donc un père qui est camionneur en forêt, une mère à la maison. Et quand j'ai fait ma transition du cégep de Saint-Félicien vers l'UQAC, moi, je faisais une transition d'un milieu rural vers la grande ville. Et j'étais en chambre avec un garçon qui venait de Montréal, puis qui, lui, s'en venait en campagne. Donc, on était dans le même logement, mais on ne vivait pas la même transition tout à fait. Et j'ai travaillé... Non, ça n'a pas pu durer, désolé. J'ai travaillé, donc j'ai étudié à Saint-Félicien, à l'UQAC, j'ai travaillé à Saint-Félicien, à Chicoutimi et à Jonquière. Donc, il y a juste Alma. Donc, si je voyais tantôt qu'il y avait des gens, là, si vous avez des offres, toujours preneur. Merci beaucoup à vous trois. C'est super agréable de vous avoir avec nous. Merci de vous être rendus disponibles. Alors, c'est encore moi qui ouvre le bal. C'est ma première question. C'est moi. J'aimerais en fait qu'on s'intéresse un petit peu à ton parcours, Isabelle. Tu as vécu un retour aux études après avoir passé au milieu sur le marché du travail. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu c'est quoi la réalité d'une étudiante qui fait ce genre de transition-là. C'est quoi les difficultés? Puis, on pourrait peut-être aussi s'intéresser à quel rôle les établissements peuvent jouer pour vous aider dans ces transitions-là. Oui, absolument. En fait, ça va me faire plaisir de t'en parler. C'est retourner aux études, en fait. Moi, à la base, je n'ai pas d'enfant. Donc, j'avais ce casse-tête un peu moins, qui n'était pas présent. Par contre, retourner aux études, quand on a été sur le marché du travail pendant pratiquement 20 ans, aujourd'hui 20 ans, mais je veux dire, à 33 ans, se dire, ça y est, je me lance, j'avais du retard. J'avais énormément de retard, en fait, parce que je n'ai pas passé par le cégep. Donc, tout ce qui était normes de rédaction, comment chercher, toutes ces choses-là, c'est des choses que je ne savais pas. Et puis, je me suis lancée tout de même en 2018, voilà, encore perdu dans les études. Et puis, dans le fond, moi, je suis allée chercher tout ce qui était de ressources pédagogiques disponibles à l'université. Donc, comme que je vous avais déjà parlé la semaine dernière, moi, je suis du genre à aller cogner à toutes les portes, puis à faire bien des demandes, puis à brasser de l'air. Puis parce que je veux de l'information, j'ai besoin d'aide, donc je suis allée les chercher. C'est vraiment important, je pense, quand on fait un retour aux études, de vraiment utiliser toutes les ressources qui sont en place pour être capable d'avoir le maximum, en fait, de chances de réussite. Puis je vous dirais, dans ça, le rôle des institutions, c'est, oui, d'une part, de créer ces services, mais de les rendre disponibles, de les promouvoir. Et puis aussi, ma foi, peut-être même d'y aller de faire comment je peux dire ça, d'y aller selon, toi, retour aux études, toi, personne autochtone, toi, étudiant international. Donc, c'est vraiment peut-être d'aller cibler, en fait, les besoins des clientèles parce qu'effectivement, les clientèles n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc, moi, en tant que personne autochtone, je suis Atikamekw, je ne parle pas ma langue, donc le français, c'était assez facile, nécessairement, mais un étudiant qui serait autochtone, dont la langue première ne serait pas le français, bien, peut-être d'avoir un service spécialisé, en fait, pour lui permettre de se familiariser avec ça.
avec le français, puis faire quelque chose qui est culturellement sécurisant. Donc, mais je pense que c'est vraiment d'aller chercher tous les besoins, tous les services qui sont offerts en fait aux étudiants, puis de demander, c'est vraiment important. De promouvoir aussi ces services-là. Ça, parce que moi, c'est correct, je vais cogner, je fais du bruit. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu plus gênés. Donc, promouvoir ces services-là, je pense que ça serait important. Les recherches qu'on a faites récemment sur les 24 ans et plus, en fait, dans le cadre de notre enquête sur la réussite au collégial, ce qu'on observe, c'est que les étudiants plus âgés qui font des retours aux études ont tout pour réussir. Ils ont tout pour réussir parce qu'ils sont motivés. Ils sont assidus dans leurs études, ils savent pourquoi ils sont là. Ils trouvent que c'est important l'éducation, le développement des compétences, des connaissances. C'est des valeurs qu'ils possèdent plus que les autres étudiants. Ensuite, choix vocationnel clair. Et pourtant, leur parcours scolaire est plus difficile, donc moins de réussite. Ils ont des antécédents plus faibles souvent, donc il y a d'autres explications. Donc, ce qui devient intéressant, c'est de voir quels sont les autres enjeux qu'ils ont. Parce que moi, donne-moi quelqu'un qui veut réussir dans ma classe, puis on va arriver à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait que ces étudiants-là ne réussissent peut-être pas autant? Il faut regarder du côté des autres embûches qu'ils rencontrent. On en a nommé quelques-unes ici. Donc, ce que je vous dirais, c'est parentalité, situation résidentielle, donc devoir être déménagé, devoir l'autonomie résidentielle, plus d'inquiétude financière. C'est vraiment marqué chez les étudiants qui font un retour aux études. C'est un élément qu'on a observé aussi. Doivent souvent travailler pendant leurs études. Donc, est-ce qu'ils peuvent consacrer autant de temps aux études qu'ils souhaiteraient, même s'ils trouvent que c'est super important, même s'ils voient toute la pertinence? Des besoins particuliers sur le plan personnel aussi. Donc, je vous invite à regarder ce rapport-là plus en profondeur. Pour l'instant, on s'est adressé seulement aux étudiants du régulier, mais je travaille avec la Fédération des cégeps présentement à établir un nouveau spec pour la formation continue. Donc, peut-être pour mieux répondre aux besoins du chantier 1. Ce sera en place au cours probablement de la prochaine année. Génial. Merci beaucoup à vous deux. On va avoir une intermission au verre d'eau. Ouais, c'est de ma faute. J'aurais dû vous en verser aussi. Alors, c'est un travail d'équipe et voilà. Alors, en fait, la prochaine question serait pour Alexis. Alexis, avec, on a entendu tout à l'heure plusieurs transitions, plusieurs établissements. Tu as également là, un certain regard de représentativité auprès des étudiants de l'UQAC. J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus là, des parcours de reconnaissance des acquis, des compétences, l'effet que ça peut avoir sur une transition, surtout dans un cadre de retour aux études. Donc, c'est quoi ta perception de ça? Comment tu vois ça? J'ai toujours trouvé que le processus de RAC était clairement sous-coté tant des administrations que de la population étudiante. Je pense vraiment qu'une bonne reconnaissance des acquis de compétences peut être un élément déclencheur pour bon nombre d'étudiants et d'étudiantes pour faire un retour aux études, mais aussi pour continuer les études. Un exemple de reconnaissance, moi je me suis beaucoup impliqué à travers mes différentes années ici à l'université, puis j'estime que j'ai appris tout autant dans mes implications qu'à travers mes cours. Des compétences transversales, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure notamment. Ces compétences-là ont autant de valeur, selon moi, que les compétences techniques. Je pense qu'elles ne sont pas suffisamment comprises. L'importance des compétences transversales n'est pas assez comprise par les différentes administrations des cégep, des universités, etc. Au-delà de ça, j'ai toujours été critique du processus tel qu'il est conçu actuellement. Je pense qu'il y a une importance à uniformiser la manière dont on reconnaît les compétences et les acquis auprès de nos étudiants et nos étudiantes. Ce n'est pas normal que, puis là je vais voir même nationalement, ce n'est pas normal qu'un étudiant au cégep de Chicout puisse voir reconnaître ses acquis et ses compétences différemment qu'au cégep de Granby ou je ne sais où au Québec. On devrait pouvoir, en tant qu'étudiant, avoir cette sûreté de se dire que peu importe où on va continuer nos études, reprendre nos études, qu'on pourra se faire valoir tous nos beaux apprentissages de la même manière. Donc je pense qu'il y a un défi. Premièrement, ça serait d'uniformiser la manière dont on reconnaît les compétences. Je pense que c'est essentiel. De rendre disponibles les informations pour s'assurer qu'une personne qui pense vraiment que son retour aux études, ça va être chaotique, qu'elle va devoir prouver de quoi elle est capable matin, midi, soir, que finalement, elle aura la sûreté de se dire tu n'as pas travaillé pour rien. Et on va valoriser toutes ces belles connaissances, toutes ces belles compétences que tu as pu développer à travers ton parcours professionnel, par exemple. Puis je pense que ça nous aiderait à régler bien des soucis quand on parle, par exemple, de nos étudiants parents qui, par exemple, pourraient avoir
plusieurs années d'expérience dans certains domaines, qui aimeraient parfaire leurs connaissances, développer de nouvelles compétences, etc., mais qui ne le font pas parce qu'elles se disent qu'elles vont devoir repasser au niveau 1 alors qu'elles sont déjà au niveau 4. Bon, je schématise tout ça, mais c'est important parce que je pense qu'il y a tout un processus psychologique. Quand on parle de transition, il y a aussi tout un processus personnel pour le retour aux études, pour la poursuite des études. Mais vous avez un rôle en tant qu'institution à favoriser ces transitions pour qu'elles soient la plus douce possible. Puis ça passe notamment par la reconnaissance des acquis de compétences, par uniformiser dans tout le Québec. Je crois comprendre de mémoire que le réseau de l'UQ essaye d'uniformiser la RAC avec les conseillers à la réussite, etc. Et je pense vraiment qu'il faut intensifier ce processus, il faut l'établir dans toutes les régions et ça fera beaucoup de bien à un bon nombre de nos étudiants et de nos étudiantes. J'ai des données de Sylvie Bonin du réseau de l'UQ qui nous dit un étudiant à qui on a reconnu de 1 à 15 crédits, en fait, son taux de diplomation est d'environ de 20 points de pourcentage plus élevé qu'un étudiant à qui on n'a reconnu aucun crédit. On peut le comprendre. Donc, il y a déjà un bout du parcours qui est fait. On est plus proche de la sortie. Que ce soit au certificat, au bac, à la maîtrise, doctorat. Donc, il y a vraiment un effet réel sur la poursuite des études. Et encore plus si on reconnaît plus de 15 crédits. Donc là, on a encore peut-être un gain de 5 à 10 points de pourcentage, dépendamment du niveau scolaire. Donc, c'est réel. Donc, la personne qui a un pied dans la porte déjà, c'est peut-être plus facile de faire les pas restants. Je donne un témoignage rapide. Mon père, qui n'a pas fait d'études, qui a eu un secondaire 3, il a eu l'opportunité de faire reconnaître ses acquis après 30 ans de carrière. Et c'est une grande fierté pour lui de dire « OK, maintenant j'ai un papier, puis il dit, j'en montrais au formateur qui m'évaluait. Donc, il dit « Ah ouais, tu es capable de faire ça? » Lui, ça faisait 30 ans qu'il faisait ça, mais je pense que ça amène, oui, lui, ça lui amenait une possibilité d'avancement, mais ça amène aussi une belle fierté pour ceux qui le font. Merci à vous deux. Alexis, je poursuivrai avec toi. J'aimerais savoir quelles préoccupations devrions-nous avoir quant à l'arrimage des connaissances secondaires collégiales et collégiales universitaires? Pour répondre à cette question-là, puis certains qui me connaissent vont être tannés de l'entendre, mais je vais commencer par retourner en 1963 pour parler du rapport parent, qui a vraiment guidé ce qu'est l'éducation de nos jours au Québec. Puis, je pense qu'on a perdu de vue, que ce soit les collèges et les universités, l'importance d'un établissement d'enseignement comme étant celle qui a la mission de former les citoyennes et les citoyens de demain. Je pense que c'est fondamental dans nos réflexions, dès le début, à la racine de toutes nos réflexions par rapport à ces connaissances-là, de réfléchir à ça. Nous, au Majucac, on critique beaucoup la marchandisation de l'éducation, et au-delà de ça, on critique beaucoup l'arrimage des universités, des collèges aux besoins du marché. On pense vraiment que les établissements ne sont pas là pour répondre aux besoins de l'économie, même si elles y participent, mais avant tout pour former notre population citoyenne qui vont s'impliquer politiquement, qui vont s'impliquer pour favoriser toutes les actions pour la transition socio-écologique, etc., etc. Donc pour ça, il faut avoir ça dans nos réflexions dès le début. À la racine, il faut être conscient quand on réfléchit à des programmes, quand on réfléchit aux poursuites d'études, aux transitions qu'on va opérer entre secondaire, collégial, cégep, à cet aspect-là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des compétences transversales. Mais mesurons l'importance des compétences transversales. Mesurons l'importance de pouvoir, en tant qu'institution, proposer des activités, favoriser l'implication étudiante dans les associations étudiantes, etc., pour faire en sorte que notre étudiant qui est venu là pour être en sciences infirmières, pour être en informatique, etc., oui, va apprendre toutes ces belles compétences techniques, mais au-delà de ça, va se parfaire en tant qu'humain. C'est cet humain qui sera dans nos entreprises, c'est cet humain qui sera dans nos conseils municipaux, etc. Donc, je pense qu'il y a un arrimage dans déjà la valorisation des compétences transversales, c'est-à-dire que ça doit commencer dès le plus jeune âge, donc dès le secondaire. On doit, en tant qu'établissement secondaire, en tant qu'établissement collégial, etc., valoriser ces compétences transversales et favoriser le fait qu'entre ces différents cycles, ces différents ordres, du coup, qu'il puisse y avoir une reconnaissance, une juste reconnaissance de toutes ces belles implications en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiante. Et je suis persuadé que le jour où ces établissements, vous tous dans la salle et vous toutes dans la salle, quand vous comprendrez l'importance des compétences transversales, vous mettrez en place des actions pour les favoriser et pour les développer au sein de nos étudiants et nos étudiantes.
Au final, il y aura un effet papillon formidable et un effet domino formidable, ce qui fait que dans vos programmes, vos étudiants seront plus impliqués. Ils seront impliqués, ils auront des meilleures notes. La recherche sera meilleure parce qu'un étudiant qui est stimulé, il va forcément être davantage stimulé pour faire des belles recherches, etc. Donc, c'est toute notre société qui gagnerait à valoriser ces compétences-là. Et je pense que c'est le rôle avant tout des établissements, parce que quand on est étudiant au secondaire, on ne peut pas savoir ce que c'est que des compétences transversales. Quand j'en parle, on me regarde toujours avec les yeux bizarres. Donc voilà, il faut les vulgariser. Puis je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec Étienne, présent dans la salle là-bas. Oui, on n'est pas obligé de les appeler compétences transversales. Nous, on les schtroumpf, je ne sais quoi, mais l'important, c'est d'y penser, c'est de les développer. Sur l'arrimage des connaissances secondaires collégiales, cégep, université, je participais à une activité justement avec les partenaires montréalais, donc sur le projet des transitions secondaires collégiales dont je vous parlais tout à l'heure. En novembre dernier, puis on a fait un webinaire par la suite, puis les gens, ce qu'ils nous disaient, les enseignants qui étaient là, qui se côtoyaient, les CEO qui avaient l'occasion de se parler, nous disaient on a peu d'occasions de se parler de contenu, d'arrimage, de savoir toi comment tu le fais. Tout le monde disait on est passé par là le cégep, mais ça fait longtemps. Tout le monde est passé par le secondaire, ça fait longtemps. On ne sait pas, les pratiques ont changé. Donc, il y avait vraiment ce besoin-là d'échange, de lieu d'échange. C'est quelque chose qu'on a entendu toute la journée. Les gens étaient heureux d'être ensemble, étaient heureux de se parler. Et l'autre élément que je dirais, c'est qu'il y a un enjeu d'arrimage important entre nos systèmes scolaires québécois. Imaginez quand on essaie de s'arrimer avec les systèmes scolaires du reste de la planète. Donc, l'enjeu est très présent ici, mais si on veut avoir un arrimage des connaissances, puis dire, OK, ils arrivent avec quoi ces étudiants-là qui ont étudié en Afrique, ces étudiants-là français, ces étudiants-là de toutes sortes de places, c'est vraiment d'avoir cette connaissance-là, cette ouverture-là, cette curiosité-là aussi d'apprendre un peu mieux avec quel bagage nos étudiants nous arrivent pour mieux leur enseigner, pour mieux les comprendre dans leur parcours. Alors, moi, je vais m'adresser à Isabelle. Isabelle, selon toi, ce seraient quoi les enjeux particuliers qui seraient propres aux étudiants des premiers peuples au niveau de leur transition, puis dans leur vécu en enseignement supérieur? Pour les étudiants des Premières Nations, là, actuellement, je vais parler, étant donné que je suis Atikamekw, c'est important de savoir que je m'adresse pas au nom de ma nation, mais je vais parler de la réalité des communautés Atikamekw et de la nation Atikamekw. Et puis, oui, la nation Innu sur la Côte-Nord, c'est à peu près la même réalité en termes d'éloignement. Donc, en fait, les enjeux pour les premiers peuples, c'est très certainement, en fait, l'éloignement. Donc, c'est-à-dire de quitter sa communauté et de partir en milieu urbain. Avec tout ce que ça peut amener, en fait, de choc culturel, tout ce que ça peut amener de dépaysement, de se replacer dans le milieu, en fait. Il y a aussi, bien sûr, comme je disais tantôt, les enjeux de langue. Donc, la nation Atikamekw, elle a 95% de locuteurs et seulement 5% qui ne parlent pas Atikamekw. Quand je dis les locuteurs, c'est leur langue première. Donc, arriver dans un contexte collégial ou universitaire en ne maîtrisant pas le français, qui est la langue d'enseignement, donc déjà, on part avec une prise. Et pourtant, c'est leur langue maternelle. Donc, toi et moi, Sabrina, on a déjà parlé de qu'est-ce qui se fait dans les cégeps actuellement concernant la reconnaissance des langues autochtones. Je pense que c'est important de mettre ça d'avant, en fait, dans un contexte de valorisation des langues autochtones. On a aussi, c'est ça, nécessairement l'éloignement, donc quitter la communauté pour aller s'installer dans un milieu urbain qui avouons-le, peut être empreint de racisme systémique. Il peut y avoir, des différences culturelles, peut-être plus ou moins d'espace sécurisant. Il y a aussi un enjeu important, ça va être de se loger en fonction aussi de sa réalité familiale. Parce que je prends par exemple, j'ai quelques amis, quelques cousines en fait, qui sont parties étudier, mais qui ont amené enfants et mari. Donc, et ça, c'est de loger en fait la famille au complet adéquatement dans un milieu qui est sécurisant aussi. Donc là, ça ne touche pas seulement en fait l'étudiante ou l'étudiant,
ça touche aussi les enfants. Donc, aller les placer dans une école qui est une école primaire qui est sécurisante. Donc, c'est intersectionnel là, un petit peu. Là. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont importants à ce niveau-là. Puis, effectivement, il y a aussi l'enjeu, il peut y avoir l'enjeu financier, ça, c'est sûr. Dans une communauté autochtone, quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, bien, dans les communautés autochtones, on est tous liés d'une façon ou d'une autre. C'est de famille, c'est des liens d'amitié, c'est un réseau qui est tissé très, 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 très fort. Et de partir, en fait, de la communauté, on peut se retrouver un petit peu démunis, en fait, en termes de ressources humaines, en fait, de réseau de soutien. Donc, la question financière se pose. Comment je vais arriver, en fait, mon Dieu, les fins de mois, là, est-ce qu'il faut que je travaille? Et tout ça, c'est des choses qui sont vraiment... puis c'est surtout d'arriver dans un milieu qui est souvent plus grand, souvent plus... donc, avoir accès aux ressources, ça peut être un petit peu déboussolant des fois. Donc, c'est sûr que oui, la question financière, elle se pose. Par contre, c'est important pour les gens des Premières Nations de savoir que les conseils de bande sont là pour les aider, conseils des élus qui sont là pour les aider. Et en fait, je crois que pour faciliter la transition des peuples autochtones, des Premières Nations, ça serait peut-être de créer vraiment des réseaux très, très serrés entre les institutions et les conseils des élus. Donc, c'est-à-dire, l'UQAC, le cégep, tout ça, de créer vraiment, d'aller de l'avant, d'ouvrir les portes, puis aller faire des liens avec les conseils des élus. Je sais, Obidjewin le fait beaucoup, Manawan le fait aussi beaucoup, Wemontashi aussi le fait beaucoup, mais c'est quelque chose qui mériterait d'être ouvert vraiment à toutes les communautés, toutes les nations. En fait, d'ouvrir la porte pour nous, en tant qu'institution, qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce que vous, communauté, avez de besoin, et aussi c'est une porte de dialogue, c'est-à-dire on va s'asseoir, on va se parler, donc, et écouter aussi. Donc, je pense que c'est, en termes d'enjeux, ça cible beaucoup. En pratique, c'est toujours du cas par cas, donc je pense que c'est vraiment faciliter, comment je peux dire ça? Faciliter l'écoute, vraiment, pour être capable de bien saisir les besoins, en fait, des étudiants autochtones. Miigwech. C'est intéressant ce qu'Isabelle nous rapporte parce qu'elle nous dit on part souvent avec une prise, ils partent avec une prise. Puis c'est ce qu'on observe aussi quand on regarde dans Carto-Jeunes, le ministère, les travaux de Sylvie Bonnet aussi. Les étudiants autochtones ont souvent des antécédents scolaires plus difficiles. Donc, ils arrivent avec une MGS plus faible, des redoublements plus au secondaire. Quand ils arrivent à l'université, leur cotère souvent est plus faible. Donc, ils arrivent vraiment avec des antécédents plus précaires. Donc, d'un point de vue scolaire, leurs bases sont peut-être un petit peu plus faibles. D'un point de vue sur d'autres aspects, on a une analyse sur les étudiants autochtones qu'on va présenter justement demain avec la Fédération des cégeps, un webinaire organisé. Mes collègues José Tivierge et Nadège Niki Biki Ngema. C'est pas trop pire? Ngema. Je leur dirai tantôt à la fin. Là. Vont présenter justement les résultats et je vous ramène quelques éléments qui sont vraiment intéressants à soulever. L'enjeu financier, c'est un des principaux enjeux qui ont été soulevés dans le cadre de cette enquête-là. 34 des étudiants autochtones nous disent avoir des grandes inquiétudes financières, 19 des autres étudiants. Donc, beaucoup plus nombreux à avoir de grandes inquiétudes financières. C'est un élément qu'Isabelle soulevait. Il y a d'autres éléments qu'ils évoquent, entre autres, langue d'enseignement, langue seconde. Donc, dans les deux langues, ils sont très, très nombreux à dire « je vais avoir besoin de soutien, je vais avoir besoin de support pour m'aider dans ma réussite ». Donc, ça, c'est un autre élément. Sur le plan personnel, stress. Donc, très nombreux à évoquer vivre du stress dans leur transition. Très nombreux à parler de l'éloignement de leur famille, de leur communauté. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a effectivement nommés. Puis, sur leurs aptitudes scolaires, il y en a plusieurs qui nous disent « moi, je vais avoir de la difficulté avec les examens, donc j'aurais besoin de soutien pour m'aider à préparer les examens. » Il y en a qui nomment développement de méthodes de travail, travaux d'équipe. Donc, ce sont plein d'éléments sur lesquels ces étudiants-là sont plus nombreux à dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien ». Donc,
je pense que ça fait bien écho à ce qu'Isabelle nous mentionnait. Ma question s'adresse à Alexis. Alors, tu as suivi un programme au collégial qui était à forte prépondérance masculine et à l'université, le contraire, un programme à forte prépondérance féminine. Qu'est-ce que tu as pu constater dans le cadre de ton parcours scolaire? Puis as-tu pu tirer as-tu fait des constats ou as-tu des pistes de solutions pour nous permettre justement d'attirer de façon égale autant de filles que de garçons dans les programmes? Et déjà, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut avoir l'intelligence émotionnelle de reconnaître ses propres biais. Moi, je suis un homme blanc, je proviens d'un pays riche, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de privilèges que j'ai qui font que j'ai une lunette différente, par exemple, qu'une femme autochtone, etc. Puis, oui, c'est sûr que j'ai étudié 10 ans en informatique. Je m'en souviens qu'au Cégep de Saint-Félicien, il n'y avait qu'une femme dans ma cohorte. Ça m'avait frappé. Je trouvais ça profondément désolant. Maintenant, on est 15 étudiants au bac en com. Je suis le seul homme. Non, on est deux. Pardon, excuse-moi, Renaud. Il n'est pas là. Mais... je pense que il y a deux aspects. Je pense qu'il y a une importance qui doit être mise dans les modèles. Donc, je pense qu'on doit faire attention à ce que, par exemple, si on parle de l'informatique qui est majoritairement masculin, d'avoir des professeurs aussi qui sont féminines. Pardon. Des femmes qui enseignent aussi l'informatique. Ça fera en sorte que beaucoup de femmes qui désirent aller dans ces voies-là, mais qui peuvent ressentir un stress, une anxiété, qui peuvent se sentir davantage à l'aise de pouvoir aller dans ce genre de domaine-là. Je pense aussi qu'il faut, dans les communications, essayer de valoriser, compenser en quelque sorte. Par exemple, si on pense à l'informatique, valoriser aussi des photos où on voit des femmes dans les publications, etc. Pour faire en sorte qu'avant même que l'étudiante puisse avoir cette expérience où elle peut se sentir discriminée ou dévalorisée, etc., qu'elle puisse penser qu'elle ne sera pas la seule femme. Et ça peut convaincre pas mal plus de femmes à aller dans ce genre de domaine. Puis pareil pour les hommes dans les domaines qui sont davantage masculins. Au-delà de ça, si on revient au propos que je disais tout à l'heure, et si vous êtes fondamentalement convaincu de l'importance des établissements pour former les citoyens et citoyennes de demain, vous comprenez que c'est aussi votre rôle de faire en sorte que votre étudiant et votre étudiante qui vient chez vous ressortent de là en ayant déconstruit toutes ces constructions sociales. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'étudiant, c'est notre rôle en tant qu'humain, mais c'est votre rôle en tant qu'établissement de s'assurer que dans vos propos, dans vos publicités, dans vos discussions, dans les propos que vous tiendrez dans des conférences, etc., que vous preniez bien attention à ne pas, par exemple, parler qu'au masculin quand on parle des formations en informatique, s'assurer qu'il y ait des photos, etc., comme je disais tout à l'heure. Donc, je pense que vous avez un rôle dès le secondaire, aussi dans les programmes d'études, à enseigner ça à vos étudiants, à vos étudiantes, à faire en sorte qu'on puisse parler je pense qu'il faut les nommer, ces biais-là. Je ressens toujours une gêne quand je parle de ça avec beaucoup de gens et certaines personnes de certaines administrations où on a l'impression qu'il ne faut pas nommer qu'en tant que personne blanche, en tant qu'homme, j'ai des biais. Mais au contraire, avoir l'intelligence émotionnelle de nommer ces biais-là, c'est la première étape pour déconstruire ces constructions sociales et c'est la première étape pour faire en sorte qu'on vive dans un monde plus juste, plus équitable. Donc, il faut qu'on le fasse. Et je pense que ça prend des leaders étudiants, des leaders dans les cégeps, des leaders dans les universités. Ça prend mes collègues qui sont étudiants mais qui ne s'impliquent pas, qui en parlent dans les dans les discussions qu'on a dans nos équipes, dans les échanges qu'on a dans nos devoirs, etc. Mais je pense que c'est ça prend de les nommer, avoir le courage de les nommer, ne pas avoir peur on fait cet enjeu un enjeu politique, mais ce n'est pas du tout un enjeu politique, c'est un enjeu humain avant tout. Donc arrêtons de penser qu'on doit être d'un parti politique de gauche, par exemple, pour être humain. Au contraire, on est censé tous être humains. Donc, essayons de l'inculquer au sein même de nos programmes et de nos réflexions. On parlait de sous-représentation des femmes en sciences, génie, etc. Selon Statistique Canada, 44% des femmes vont s'inscrire dans un programme universitaire dans ces domaines-là, alors qu'elles sont 64% dans les autres programmes. Donc, il y a vraiment un écart important d'accès aux femmes dans ce type de métier-là. Mais pas seulement d'accès, aussi de persévérance. Donc, c'est certain que si on est seul dans son programme, moi, j'en ai vu des étudiantes en génie mécanique, bien,
tu deviens le centre de l'attention, des taquineries, il y a des choses qui se passent. Puis, selon ce que dit toujours Statistique Canada, après, je ne sais pas combien de temps, je pense que c'est à la fin du programme, 66 % des femmes et 72 % des hommes ont persévéré dans ces programmes-là de génie de sciences. Donc, il y a toute une sensibilisation à faire. Je pense qu'Alexis le nomme bien sur, oui, attirer des femmes, mais aussi leur donner un contexte favorable pour poursuivre leurs études puis qu'ils sentent qu'il y ait leur place. Donc, pas seulement sur papier, mais que dans les faits, il y ait leur place pour mener à bien leur projet d'études. Ma question est pour Alexis. Selon toi, quels sont les principaux enjeux que vit un étudiant international dans son processus d'insertion socio-professionnelle? Je pense qu'il faut reconnaître que cette transition vers le monde professionnel est avant tout une transition sociale. Moi, je le vis comme ça en tant qu'étudiant, puis mes collègues le vivent beaucoup, beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde où toute notre vie, on a été conditionné à avoir des échanges avec nos collègues, nos étudiants, à manger ensemble, à avoir les mêmes centres d'intérêt, des profils plus ou moins similaires. On s'identifie plus ou moins à nos collègues. Donc, du coup, on est plus prompt à avoir un cercle social important. D'un coup, on se prend une baffe et on est dans un milieu où les profils sont des fois diamétralement opposés, les différences d'âge, d'origine, etc., des différences de compréhension du monde, de cadre d'expérience, etc. Ce qui fait qu'on ressent cette forme d'anxiété. Moi, je m'en souviens quand j'ai travaillé ces quelques mois au Ubisoft Saguenay, j'avais la chance d'être quand même dans un milieu relativement jeune. J'étais le plus jeune du studio, puis c'était frappant quand je rentrais le matin et que je repartais le soir. Des fois, j'y pensais, j'avais du mal aussi à me faire ces liens-là. Si je ne les forçais pas par moi-même, j'avais du mal à me faire ces liens au studio avec mes collègues. Ça vaut être des personnes passionnantes, ce n'est pas le problème, mais c'est juste qu'ils ont des centres d'intérêt qui divergent. C'est des personnes qui sont parentes, des fois, qui ont toute une vie familiale à côté. Ils n'ont pas le temps pour parler politique pendant 3 heures le soir, par exemple. Ils n'ont pas nécessairement ce temps-là. Donc, c'est sûr que je pense qu'il faut reconnaître, puis il faut le nommer en tant qu'établissement, que ce soit secondaire, surtout collégial, j'imagine collégial et universitaire, mais les services aux étudiants, aux étudiantes, etc., de préparer les étudiants à cette insertion et préparer psychologiquement à vivre dans un nouveau monde. Puis c'est ce que je disais à la collation des grades l'année dernière, c'est que ce passage à l'université, ils ne l'oublieront jamais, c'est sûr, mais le passage de l'université au monde professionnel non plus, ils ne l'oublieront jamais. C'est marquant en tant qu'humain de passer dans ce monde-là. Tu as l'impression d'avoir vécu dans une planète et puis qu'on te catapulte dans une autre planète. Donc c'est quelque chose de complexe. Je pense aussi que les établissements, et là je pense notamment aux étudiants et aux étudiantes de l'international, doivent vraiment sensibiliser et accompagner, et j'insiste sur le terme accompagner, donc pas délaisser, vraiment accompagner les étudiants et les étudiantes dans les processus migratoires. Je vous assure qu'en tant qu'étudiant, moi je suis passionné du Québec, je l'aime le Québec, mais des fois j'ai l'impression que le Québec ne m'aime pas, dans le sens où c'est compliqué, c'est un stress de devoir, enfin le Québec, puis d'ailleurs c'est le Canada qui gère ça, mais c'est un stress de devoir gérer ses papiers migratoires, c'est un stress de devoir demander son permis post-diplôme et de devoir se faire dire on vous donnera une réponse dans 4 mois, puis s'il n'y a pas de grève, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Puis je connais beaucoup d'étudiants qui décident de retourner dans leur pays d'origine parce que justement ils ont ce stress-là, ils ne se sentent pas accompagnés. Donc, je pense que vous avez un rôle en tant qu'institution d'aider ces étudiants et ces étudiantes déjà à comprendre que finalement, avec de l'aide, ce n'est pas si pire, ce n'est pas si compliqué de faire ces processus-là, c'est réalisable et qu'au final, c'est juste un petit passage de cette nouvelle vie qui s'offre à vous. C'est un an, un 2 ans, 6 ans si on veut la citoyenneté, mais ce n'est pas plus que ça. Puis, au vu de ce qu'on peut y gagner, je pense au Québec, au vu de ce qu'on peut y gagner à travailler ici, on doit le valoriser, je pense. Merci. Il y a des choses que tu as dites, puis en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi du point de vue de l'employeur. Donc, je vais référer à une recherche qui a été faite par des collègues, entre autres Nadège Biki-Bingema et d'autres. Et d'autres collègues qui se sont intéressés justement au point de vue de l'employeur. Donc, un petit projet pilote à Matane pour voir, dans un milieu où est-ce qu'il y a peu d'étudiants, peu d'immigration, comment c'est perçu. Puis, entre autres, ce qu'il nous disait, c'est que oui, il y a des enjeux, des fois de préjugés, de racisme, des fois la langue qui peut être un enjeu, pas tant pour la parler, mais pour être bien compris des clients, etc. Ce qu'il nous disait aussi des employeurs, c'est que
il y a beaucoup d'intérêt à travailler avec des étudiants internationaux, sont très motivés, sont très intéressés, ils veulent plus que les autres souvent. Donc, ça, c'était des éléments. Des fois, surqualification, ça peut être un enjeu aussi, dire, ou reconnaissance de l'ensemble de ces diplômes, ce qui est moins le cas avec les étudiants qu'on forme ici. Donc, si on arrive à former nos étudiants, c'est certain qu'après ça, la reconnaissance des diplômes, c'est nous qui allons décerner. Donc, peut-être pour les antécédents, si on pense à la RAC et à d'autres enjeux, mais quand même, ça se fait bien. Et peut-être aussi pour citer certains résultats des travaux qu'on mène sur les étudiants internationaux dans le cadre de leur transition secondaire collégiale, parce qu'en fait, c'est une des transitions, c'est la première transition qui va précéder l'autre. Ils ne nous ont pas dit beaucoup avoir subi dans leur parcours antérieur du racisme, mais ils anticipent à en vivre rendus au Québec. Donc ça nous surprenait un peu de dire, mais en même temps, peut-être que parce que ce qu'on observait, c'est que les minorités visibles vivent davantage de discrimination dans leur parcours antérieur, davantage de racisme. Et peut-être que justement, nos étudiants internationaux n'étaient pas toujours des minorités dans leur pays d'origine. Donc, c'était une des hypothèses. Tantôt aussi, par rapport aux étudiants autochtones, c'est un élément. Donc, la discrimination, c'est un élément qui est présent aussi. Donc, je pense qu'il faut leur faire une place. Donc, ça rappelle l'importance de dire, on souhaite les intégrer. Commençons par les intégrer dans nos institutions, puis après ça, aidons-les à s'intégrer dans la prochaine transition. Mais leur faire une place, ce que la recherche en dit, ça devient une priorité. Maintenant, j'ai une question à laquelle j'ai très hâte d'entendre ta réponse. C'est une grande question. En fait, Isabelle, comment tu décrirais un milieu de vie idéal en termes d'inclusion de la diversité? Globalement, en général, de façon très, très générale, pour toutes les minorités visibles et ceux qui ont des différences, en fait, je crois que ce serait de créer un milieu qui est sécurisant. Donc, je me suis pris des petites notes, là, c'est un milieu sécuritaire. Mais en fait, les milieux sécuritaires, ça peut être concernant les femmes sur le campus. Est-ce qu'elles se sentent en sécurité? Est-ce que les membres des Premières Nations se sentent en sécurité? Est-ce qu'il y a des actes de racisme systémique envers eux qui sont posés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, déjà, établir un milieu qui est sécuritaire, ça serait extraordinaire, en fait. Faire de la place à la culture. Et là, la culture, oui, les cultures des Premières Nations, mais aussi les cultures des étudiants internationaux. Donc, en fait, on pourrait tous en bénéficier, en fait, de partager, de communiquer. Je me suis pris une petite note aussi, j'ai repensé à ça, un système de mentorat, en fait, qui pourrait aussi aider les étudiants qui sont des minorités, peut-être à s'associer à des gens qui ont comme eux certaines différences. Donc, membres des Premières Nations, peut-être des étudiants avec certains handicaps invisibles et non visibles. Donc, ça pourrait être extraordinaire. Mais tout d'abord, là c'est des grands principes, en fait, mais ce que je voudrais mettre de l'avant, c'est qu'est-ce qu'ils en pensent, ces gens-là? Donc, est-ce qu'on pourrait demander à ces gens, Premières Nations, étudiants internationaux, étudiants avec un handicap visible et invisible, en fait, qu'est-ce qui leur ferait plaisir, en fait, pour qu'on inclue leur personnalité, leur mode de vie. C'est important, et même dans le contexte, en fait, où on parlait de décolonisation, autochtonisation, réconciliation, tous ces grands termes. En fait, moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce que les gens concernés ont à dire. C'est vraiment important de donner le micro aux personnes qui ont que ces mesures-là vont concerner. Inclure la parole des Premières Nations, des étudiants internationaux. Vous avez fait de la place dans vos chantiers, en fait, pour mettre des gens qui sont concernés. Donc, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est la voie, en fait. Comment pas juste se pelleter par en avant, mais intégrer les gens concernés dans l'étude des manières de faire. Donc, en tant que membre des Premières Nations,
C'est vraiment quelque chose qu'on se dit, en fait, pour la nation, en fait, ma nation, parce que je ne veux pas parler pour les autres nations. Donc, nous, notre réflexion, elle est rendue là. On se dit, nous voulons nous prononcer, on veut se faire entendre, on veut expliquer. Donc, maintenant, on va prendre la place, on va faire nos places, on va faire notre place. Donc, c'est vraiment important. Mais c'est dans le contexte aussi des étudiants de toutes les minorités, voilà, c'est de leur faire la place, de ne pas réfléchir pour les autres, de demander aux gens qu'est-ce que vous en pensez, comment on fait. Voilà. Merci, Migouette. J'ai juste envie de dire, petit mot personnel, mais je suis vraiment heureuse que vous soyez là parce que vous êtes une relève inspirante, vous êtes engagée, puis vous avez une belle sagesse aussi, puis je pense qu'on a tout à prendre en tendant l'oreille, puis je tenais à le souligner, là. Merci. Miigwech. Dans nos travaux sur les trajectoires définissant de Montréal, en fait, je réfère à ces travaux-là parce que c'est des choses qui seraient très applicables ici. Ce qu'on observe, c'est que la transition, en fait, ça se prépare en amont. Donc, pour faire une transition, il faut accéder aux études supérieures. C'est un prérequis. Ça se fait pendant l'admission aussi, puis ça se poursuit pendant l'accueil. Ça se poursuit pendant les premiers temps dans le milieu d'accueil, justement. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment des sous-groupes, des sous-populations étudiantes qui ont moins accès ou encore qui ont plus de difficultés avec l'admission, donc vraiment à être acceptés. Et une fois qu'ils entrent, les premiers mois, la première session, ça se passe un peu moins bien. Donc, si on veut penser inclusion, si on veut penser l'inclusion à la diversité, il ne faut pas penser seulement à qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a dans nos murs. Il faut penser aussi comment on s'assure que tous puissent entrer en nos murs. Donc, je nomme quelques sous-groupes pour qui la transition, que ce soit l'accès, que ce soit l'admission, que ce soit la transition elle-même, se font de façon plus difficile. Donc, entre autres, on a nos étudiants en situation de handicap. Il y a encore des retards, même si on voit une belle progression, puis on dit hey, on regarde les courbes, on dit que ça augmente de façon importante, sous-accès, puis plus de difficultés avec la transition. Les étudiants qui ont rencontré des retards scolaires, qui ont eu des difficultés dans leur parcours antérieur, c'est des étudiants aussi pour qui la transition va être plus difficile. Donc, ce n'est pas juste de dire OK, j'ai réussi à surmonter des difficultés antérieures, j'ai encore besoin d'aide une fois rendu de l'autre côté. Donc, il faut les soutenir, ces étudiants-là, pour faciliter leur transition. Les étudiants qui proviennent de milieux défavorisés, ils n'ont pas de raison de ne pas avoir les mêmes chances que les autres. Et pourtant, l'accès, l'admission, l'intégration dans le milieu, c'est plus difficile pour ces groupes-là de façon systématique. Je dirais que nos étudiants de première génération ont des chances un peu moindres. Je dirais aussi, donc ceux qui ont avec les difficultés scolaires, on peut penser à ceux qui avaient un plan d'intervention, par exemple, au secondaire, ceux qui avaient un MGS plus faible, ceux qui ont rencontré des difficultés en français. Donc, il y a différents sous-groupes pour qui la transition est plus difficile. C'est quand on pense à inclusion, je pense qu'il faut penser à l'ensemble de ces groupes-là en disant, pas nécessairement d'avoir que du sur-mesure, mais j'aimais bien tantôt la proposition d'Isabelle. Toi, c'est quoi ton besoin à toi? On va essayer de voir, mais en tenant compte de l'ensemble des besoins aussi. Donc, il y a des façons. On parle beaucoup justement de l'approche universelle. Comment je fais pour prendre les particularités de chacun, d'en prendre connaissance, d'agir en fonction de ça, mais d'aider l'ensemble du groupe. Et il y avait un chercheur du CRISPECH qui disait si on a un étudiant qui est très anxieux, est-ce que le fait de donner un milieu sécuritaire, un milieu favorable pour son apprentissage, ça va nuire aux autres? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un monde aussi anxiogène puis où est-ce que tout va si vite?
Donc, des fois, de penser à celui qui a vraiment cette problématique-là, ça me fait ajuster des petites choses dans ma pédagogie qui vont profiter à l'ensemble. Donc, je pense que c'est dans cette optique-là, mais surtout de ne pas oublier que la transition, ça se prépare en amont, puis ça se vit aussi après. C'est la dernière question. Elle s'adresse à vous deux. La mission du pôle, c'est de mettre en place les conditions pour faciliter les transitions vers les études collégiales et universitaires. Alors, la grande question, quelles sont celles qu'on devrait prioriser selon vous? Bon, j'ai toujours du mal à répondre à ces questions. Je pense qu'il faut que... C'est pas que j'ai du mal à prioriser, ça, même si c'est un exercice compliqué, c'est juste que je pense qu'il faut qu'on change de paradigme sur des sujets aussi importants. Il faut qu'on croie en nous, en notre capacité à travailler sur un nombre important de projets. Les enjeux dont on a parlé aujourd'hui sont tellement importants que ça prend des projets structurants, ça prend des projets sur le court, sur le moyen, sur le long terme, et c'est que de cette manière-là qu'on réussira à atteindre nos objectifs. Ceci étant dit, avant de donner quelques priorités tout de même, je suis obligé de parler de certains enjeux systémiques qui nous empêcheront de pouvoir atteindre nos objectifs. Et je pense que c'est de penser à résoudre ces divers enjeux est la condition sine qua non de pouvoir réussir tout ça. Je pense qu'il y a un réel problème au Québec de sous-financement des établissements d'enseignement, donc sous-financement des universités, sous-financement des collèges, etc. Puis ce sous-financement-là a des impacts directs et indirects clairs sur nos étudiants et nos étudiantes, ce qui fait que peu importe d'ailleurs les projets qu'on va vouloir mettre de l'avant, vous allez vous buter à un problème, c'est que vous n'aurez pas assez de ressources financières. Et puis on va toujours se regarder dans le blanc des yeux, on va être frustré parce qu'on va faire des belles choses pour des beaux humains, mais qu'on n'a pas assez d'argent. Donc c'est bien beau de mettre de l'argent dans le troisième lien, par contre c'est tout aussi important de le mettre dans l'éducation. Donc, on doit investir dans notre éducation, j'en suis profondément convaincu. Au-delà de ça, nous, au Majukak, on milite pour la gratuité scolaire. Vous êtes des universitaires, l'IRIS même, l'Institut de recherche et d'initiative socio-économique du Québec, elle-même nous dit que la gratuité scolaire est viable financièrement pour le gouvernement du Québec. Militons pour la gratuité scolaire parce que c'est en donnant un accès à toute la population du Québec, du Canada, etc., à nos études, je m'arrête, Lynn, c'est pas bien long, à nos études qu'on pourra réussir justement on parle de milieu sain, mais comment on peut assurer un milieu sain alors même qu'avant de venir aux études, on se prend 50 barrières dans la tête, c'est des barrières financières, tout plein de barrières systémiques. Donc on doit résoudre ces problèmes-là avant de pouvoir régler les autres. Mes 3 priorités, parce que j'y viens. La première, ce serait de recentrer, et puis là, ça ne va pas vous étonner, recentrer nos réflexions sur ce que c'est réellement qu'un établissement d'enseignement. On n'est pas là pour faire du cash, on n'est pas là pour fournir tout plein de manœuvres à cette entreprise qui veut vendre toujours tout plein d'outils techniques ou je ne sais quoi. On est là avant tout pour former des humains. Donc, revaloriser les sciences humaines, les sciences sociales aussi d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut qu'en tant qu'établissement, vous revalorisiez l'importance même de votre mission, que vous la compreniez, parce que je pense que certains membres de certaines administrations ne comprennent pas la mission même des établissements d'enseignement. Donc, en revalorisant ça, on va faire ce qui est pour moi ma priorité numéro 1. Du coup, ça serait de revaloriser les compétences transversales. Parce que ça a tellement de conséquences sur tous nos étudiants et nos étudiantes que vous verrez que ces conséquences-là seront tout aussi positives pour le corps professoral et les chargés de cours. Ma deuxième priorité, je dirais que ça serait de s'adapter à la pluralité des nouveaux besoins étudiants et étudiantes, et non le contraire. C'est aux établissements de s'adapter aux étudiants et ce n'est pas le contraire. Puis là, je vais être méchant, mais si on nous voit comme des clients, si on nous fait payer cher nos études, dans quel monde, moi, en tant que client, c'est à moi de m'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à nous. Donc, c'est à vous de réfléchir à mettre en place des ressources pour faire en sorte que moi, qui est un étudiant en situation de handicap, moi, qui est un étudiant en minorité visible, etc., que je puisse me sentir dans un milieu propice à réussir. On parle de réussite scolaire, de persévérance scolaire. Actuellement, il y a beaucoup d'enjeux qui font que c'est très complexe pour bon nombre de nos étudiantes et de nos étudiants de réussir ces études. Alors même que moi, mon bac, ça me coûte 30 000 pièces. Je ne sais pas si vous mesurez 30 000 pièces, à quel point c'est cher. Je peux m'acheter tout plein de choses avec 30 000 pièces. Donc voilà. Priorité numéro 3, puis je finirai là-dessus.
c'est d'inclure les notions d'équité, diversité et d'inclusion à la racine même de vos réflexions. Puis là, je vais faire un parallèle avec le développement durable. Quand on pense au développement durable, la première leçon qu'on apprend, c'est qu'une fois, si on réfléchit au développement durable à notre 6e jalon de notre projet, il est déjà trop tard. C'est dès le début qu'il faut penser. C'est à la racine même de nos projets, de nos réflexions pour nos programmes, de notre vision stratégique, de nos plans stratégiques pour les établissements, qu'on doit penser aux critères d'équité, diversité et inclusion. Parce que c'est seulement en façonnant nos réflexions à la lumière de ces critères-là qu'on réussira à faire en sorte qu'on propose des milieux de vie sécuritaires, sains, au sein de nos universités, au sein de nos collèges. Et puis si on tarde, parce qu'on a tardé pour tout plein de raisons, si on tarde et on fait ça une fois qu'il est trop tard, ben on va devoir mettre plus d'argent, parce qu'il faut changer tout plein de choses, il faut mettre plus de ressources humaines, etc. Donc on se retrouve à une multiplication des ressources, soit qu'on n'a pas, soit qu'on a, mais qu'on aimerait bien mettre ailleurs. Parce que des projets, vous en avez, vous en manquerez jamais. Donc je pense qu'il faut, à la racine même de vos réflexions, inclure ces critères-là, mais pas simplement les écouter, mais réellement les considérer, c'est-à-dire en faire des indicateurs de suivi et puis suivre toutes vos actions à la lumière de ces critères-là. Je mettrai là, puis je te laisse. Merci, Alexis. Extraordinaire, oui. En fait, j'abonde beaucoup dans le même sens à Alexis, en fait, dans les pistes de solutions. Mais je vais rajouter je vais peut-être plus mettre de l'avant l'importance, en fait, de la consultation le plus en amont possible. C'est vraiment, vraiment important. Puis, dans le contexte, avec les Premières Nations, en fait, intégrer leurs idées, leurs visions, et leur donner la parole, en fait. C'est vraiment important. Puis ça serait, en fait, pour tous les groupes qui sont minorités visibles, en fait, c'est-à-dire de vraiment leur donner la parole, de céder une place, parce que dans le fond, c'est pour eux qu'on veut faire ces changements-là. Donc, c'est vraiment d'écouter, en fait, quels changements ils veulent avoir, parce que sur papier, ça peut être beau, mais en pratique, c'est peut-être une réalité qui est complètement différente. Donc, la consultation le plus en amont possible, ça, c'est vraiment, vraiment important. Comme je dis aussi, consultation vient intégration. Intégration et participation, en fait, de ces gens-là, c'est vraiment important. Puis ça, vous avez fait des places dans vos chantiers pour chaque besoin, en fait, par rapport à ces groupes-là. Et puis, j'aimerais rajouter aussi un petit peu dans la même sens qu'Alexis, toi, tu parlais des compétences transversales et tout ça, ce qu'on peut peut-être appeler le savoir-être dans les Premières Nations. C'est tout le bagage qu'on peut avoir, qu'on va accumuler dans une vie, en fait, et qu'on va arriver, soit un retour aux études ou soit une transition cégep-université, en fait, de valoriser, en fait, ce savoir-être et ces compétences transversales qui font des gens ce qu'ils sont, qui font des gens des humains. Donc, des humains à part entière, avec tout un bagage, avec toute une série de connaissances à mettre en valeur. Donc, en intégrant, en consultant, en intégrant, puis en écoutant ce bagage, ce savoir-être, je pense que comme ça, on va arriver effectivement à faciliter la transition, puis à inclure en fait tout le monde. Parce qu'effectivement, le but des universités, c'est, université, en fait, de cégep, université, école, c'est de créer un citoyen, c'est de créer l'humain de demain, en fait. Donc, allons tous dans la même direction parce qu'au final, on a pas mal tous la même objectif final, c'est-à-dire se réaliser pleinement en tant qu'être humain. Donc, vraiment en intégrant, consultant le plus en amont, valorisant le savoir-être, les compétences transversales, on va y arriver, je crois bien. En termes de conclusion, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure. La transition se prépare en amont. Elle se fait durant l'admission. Donc, il y a un processus qui mène à l'admission, puis elle se vit aussi une fois rendue dans l'institution. Puis, premièrement, si on veut faire une transition, il faut penser que cette transition-là, elle s'adresse à nous. Donc, quand je vous parlais tantôt des groupes qui sont, pour qui la transition elle est plus faible, je pensais entre autres à ceux qui viennent de milieux défavorisés. Mais des fois, ce n'est pas une question de compétence ou de connaissance, c'est juste qu'on ne se reconnaît pas dans celui qui pourrait faire cette transition-là. Ça me fait penser aussi au chantier 5 quand on dit les femmes qui pourraient aller dans certains métiers,
Est-ce qu'on leur a montré que ça se pouvait? Donc, je vous donne un exemple. On a fait une enquête à Chaudière-Appalaches. On a demandé aux parents qu'est-ce qu'ils pensaient de la transition de leurs enfants vers les études postsecondaires, qu'est-ce qui pourrait la nuire. Ceux qui venaient de milieux vulnérables nous disaient ben, c'est les sous. C'est les sous qui vont m'empêcher d'envoyer mon enfant, même si l'accès aux études collégiales, ça ne coûte pas très cher. Mais les milieux aussi, plus on est loin de l'établissement, OK, ça va entraîner peut-être un déménagement, ça va entraîner des frais supplémentaires. Donc, il faut être capable d'aller au-delà. Puis, ce qu'on a observé aussi dans une autre étude qu'on a faite, c'est que les étudiants, les élèves qui sont plus loin des cégeps finissent moins leur secondaire. Donc, ils ont plus de chances de mettre un terme à leurs études. Donc là, l'idée, c'est de dire, ben, est-ce que je me projette? Est-ce que je vois que j'ai ma place? Est-ce que, même si, je me dis tout le temps, ce n'est pas important si le plan se réalise, l'important, c'est d'avoir un plan. On est dans une direction, puis on recadrera, on s'est mis en marche, puis on recadrera en s'en allant. Deuxième élément, c'est sur l'admission. Donc, il y a un processus qui est en place et il faut s'assurer que nos élèves, nos étudiants soient bien guidés dans ce processus-là. Qu'est-ce qui se passe avec l'étudiant qui est refusé? Est-ce qu'on s'assure qu'il comprend bien c'est quoi la suite? Dans notre enquête à Montréal, ce qu'on a fait, on est en train de mettre en place un tableau de bord, puis on s'est rendu compte que le tiers des étudiants qui sont refusés dans le premier processus, la première fois, ne feront pas de demande l'année suivante ou les années suivantes. Donc, puis il y en a 2 tiers qui vont se réessayer. Est-ce qu'on met en place des mesures pour les aider dans cette transition-là? Donc, il y en a pour qui ça va, c'est naturel, ça va de soi. Ce qu'on a observé aussi, c'est que les étudiants pour qui la transition ne se fait pas immédiatement, qui se fait un an, une session plus tard, une année plus tard, bien, il y a des enjeux importants sur leur transition. Ils ont de la difficulté avec leur réussite. Donc, soutien particulier chez les étudiants pour qui la transition n'est pas linéaire. Je pense qu'on parlait de retour aux études tout à l'heure, donc je pense qu'il faut avoir une préoccupation pour ça. Et dernier élément, c'est l'importance de la transition de la première session. On a souvent des programmes première année réussie. Je sais que c'est pris en compte. Il y a 10 ans, le SRAM avait sorti une donnée qui m'avait frappé. L'étudiant qui échoue un cours ou plus à sa première session a 2,5 fois moins de chances d'obtenir son DEC que celui qui réussit tous ses cours de première session. J'ai demandé au SRAM, parce que je fais une conférence bientôt à l'UQPC, est-ce que c'est encore vrai? 2,5 fois, c'est encore exactement la même chose 10 ans plus tard. Et ce que montraient aussi ces analyses-là, c'est que l'étudiant fort, l'étudiant qui arrive avec une bonne MGS, qui échoue des cours de première session, a la même chance de réussir que l'étudiant faible qui réussit tous ses cours. Ça dit tout. Merci Alexis, merci Isabelle, Michaël, merci aussi aux 5 coordonnateurs de chantier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, ça bouillonne, puis il y a beaucoup de données qui étaient percutantes aussi, sur lesquelles on a le goût de poser des questions, alors, puis de rebondir. Donc, justement, ça va être la période de questions. Vous voyez qu'il y a un micro qui est dans l'allée centrale, alors je vous invite à vous y rendre si vous voulez poser des questions plus précises aux coordonnateurs ou à nos invités qui sont sur la scène. Sinon, est-ce que nous, on peut poser des questions à la salle? Je suis ouverte, Michaël, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour. Ma question s'adresse à Isabelle. Est-ce qu'il y a un ou des acteurs vraiment dominants qui ont influencé ton cheminement, ta persévérance, qui ont encouragé ta réussite au final dans les établissements d'enseignement supérieur? Oui, effectivement. En fait, à l'UQAC, on a le Cube, n'est-ce pas? Je crois d'ailleurs voir à l'arrière le monsieur avec le champ. Oui, merci beaucoup. En fait, je pense que vous avez été la première personne, en fait, quand j'ai eu besoin d'un coup de main. Vous avez été la personne que j'ai rencontrée. Vous avez organisé un atelier sur toute la gestion universitaire et tout ça. Et puis, j'avais assisté, j'étais toute seule avec les trois intervenants, en fait. Et puis, à peine intimidant. Mais
en fait, ça prouve que je suis allée chercher de l'aide. Donc, ces personnes-là, ça a été les 3 personnes qui m'ont aidée tout de suite sur le champ, pratiquement 2 semaines après la rentrée scolaire. Puis, sinon, c'est sûr que la direction de département, donc Éric Langevin, que j'ai eu pratiquement comme professeur, puis ensuite directeur de département, très, très, très présent, très actif, proactif. Donc, tous ces gens-là, le fait de ne pas se révéler le nez, en fait, sur une porte, c'est vraiment important, que ce soit monsieur le recteur, que ce soit un directeur de maîtrise, vraiment que les gens, quand j'avais besoin, ont répondu présent. Puis ça fait vraiment une grosse différence que tout dans un état d'anxiété et de panique que ça peut entraîner une fin de session. Si j'ai une question là, puis que je repars avec ma question, ça peut peut-être être un peu difficile, mais je ne me suis jamais heurtée à de portes. Donc, ça, c'est vraiment un privilège d'avoir la réponse maintenant. Donc, je dirais tous les acteurs, aides pédagogiques, directeurs, même les profs, c'est vraiment c'est des gens qui sont aux premières lignes pratiquement. Donc, ils ont répondu présent. Puis, c'est quelque chose d'important, ça. Vraiment, vraiment. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur le fait que quel impact ça a eu majeur pour une étudiante, mais pour qui ça a fait de la différence. Parfois, on mesure les activités, les services qu'on met en place en les quantifiant par le nombre d'étudiants auxquels ça a pu être bénéfique, mais en tout cas, moi, je trouve ça beau d'entendre quelque chose que peut-être qui a été sous-estimé, mais non, c'est vraiment pas l'aide que tout le corps professoral puis le personnel de soutien peut apporter est vraiment pas négligeable. Ne serait-ce que d'avoir du soutien pour parler, tout simplement, parce que dans le cas d'un retour aux études, ma foi, la première session, c'est carrément dans tes statistiques. J'ai eu besoin d'aide pour réussir, puis probablement que si je n'avais pas eu l'aide, j'aurais probablement abandonné. Parce que déjà, à l'âge de 33 ans, se dire je m'en vais faire un bac en histoire, je me suis fait dire tu vas pelleter des nuages. Mais non, j'y croyais. J'étais convaincue de ma décision, mais j'avais besoin du soutien de tout le monde parce que si j'avais eu un échec, c'est sûr qu'à la deuxième session, je ne me réinscrivais pas. Voilà. Peut-être un élément complémentaire qu'on n'a pas nommé parce que justement, les étudiants nous parlent beaucoup du besoin de soutien qu'ils ont, mais ils vont nommer aussi leurs parents. Quand on leur demande quel acteur a joué un grand rôle dans le choix de ton programme, ils sont 2 fois plus nombreux à nommer leurs parents que, par exemple, leur prof ou le CO du secondaire. Donc, puis le parent, souvent, il ne sait plus trop c'est quoi son rôle rendu aux études postsecondaires. Puis, dans le fond, ce n'est pas un rôle en lien avec la matière, c'est vraiment un rôle d'encouragement. Puis, je vous soulignais peut-être une initiative de mon collège. Ils ont développé une infolette adressée aux parents. Puis moi, je suis père d'une jeune étudiante de cégep. Puis j'ai reçu cette année en me disant, voici quel rôle tu peux jouer avec ton jeune. Puis moi, je trouve ça super important parce que c'est quelque chose qu'on entendait. Tantôt, je voyais aussi une personne avec qui j'étais sur le pavé, donc plan d'action pour la valorisation du rôle de l'enseignant, il y a une dizaine d'années. Puis on se disait, les parents, les milieux postsecondaires sont comme sur le frein avec, là, venez pas nous tanner parce qu'on a l'impression qu'ils vont revendiquer ou je ne sais pas trop pourquoi, mais c'était vraiment une préoccupation qu'on avait dans ce comité-là. Et dans le fond, le parent, c'est le meilleur allié qu'on ne peut pas avoir, mais il faut qu'il comprenne bien le rôle de soutien, d'encouragement, de s'informer de son jeune. Donc, je trouve que dans le collège, il y a plein d'alliés naturels, mais je pense que des parents, la communauté, notre entourage, souvent les personnes plus âgées, les autres, ils vont nommer davantage le conjoint et les enfants. Donc, dépendamment où est-ce qu'on est dans notre cycle de vie, on va aller chercher nos alliés où est-ce qu'on peut, mais je pense que c'est important aussi. D'autres questions? Soyez pas timide, là. On reste ici 20 minutes. De toute façon, mais j'ai posé une question à Isabelle, maintenant j'en pose une à Alexis. Est-ce que tu crois que le troisième lien, dans sa forme actuelle... Parlons-en. On a 20 minutes, là. Non, c'est une blague.
tu as parlé à plusieurs reprises de compétences transversales. Dans ton vécu, quels sont, mettons, un top 3 des compétences transversales que les établissements d'enseignement supérieur devraient mettre à l'avant-plan, favoriser dans ce que tu conçois, que ce soit dans l'inclusion des étudiants et étudiantes internationaux ou dans l'ensemble de l'œuvre, tout simplement? Je pense qu'on gagnerait tous à être plus empathiques. Puis, moi, quand je travaille avec mes collègues, l'empathie, c'est une compétence humaine qu'on développe à travers diverses expériences personnelles, mais qui s'applique et devrait s'appliquer dans toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos interactions avec les humains qui nous entourent. L'empathie, c'est ce qui m'a aidé à comprendre les membres de ma communauté, à comprendre certaines souffrances que certains membres de ma communauté peuvent vivre, etc. Et donc, pour mieux les représenter. Je pense, en tant qu'humain, partout où j'irai dans ma vie, je gagnerai à être plus empathique. Je gagnerai à ne pas oublier qu'avant tout, on est des humains, puis on a tendance à oublier notre propre humanité. Je trouve ça un peu... On est aliéné par tout plein de choses dans la vie, mais il ne faut pas oublier que l'empathie est quelque chose de très important. Au-delà de ça, il y a un concept que j'utilise beaucoup qui fait référence à ces compétences transversales aussi avec mes collègues, c'est le concept d'intelligence émotionnelle, qui est souvent sous-estimé, puis on rigole aussi souvent quand je sors ce sujet-là dans mon entourage, mais comprendre les émotions qu'on vit, comprendre pourquoi on les vit, comprendre qu'est-ce qu'elles nous font vivre et comment on peut les gérer, ça fait de nous tellement des meilleurs humains. Des situations comme aujourd'hui où je vais sur cette scène-là, où je suis stressé, je tremble, etc., puis je me demande comment ça va se passer, qui va me juger, etc., je les gère que parce que, enfin, j'essaie tout du moins de les gérer que parce que je suis conscient de mes propres émotions, puis j'y réfléchis. Puis ce concept-là, pas besoin d'être en travail social pour le développer. Même un comptable, en faisant preuve d'intelligence émotionnelle, le jour où il va avoir une facture beaucoup trop importante, va peut-être pouvoir gérer mieux ses émotions pour mieux parler à ses collègues et trouver une meilleure solution à sa problématique. Donc l'intelligence émotionnelle, je pense que c'est quelque chose de très important. Sinon, c'est sûr que moi, ce que j'ai développé au MAGE, c'est peut-être un peu moins dans le registre de l'humain, mais c'est ce sens analytique que je trouve utile, encore une fois, dans toutes les actions que je peux mener. J'ai tellement, c'est ça, c'est ce sens critique, en effet, cette capacité à toujours observer une action, un propos, etc., et prendre du recul sur ce propos-là, et réfléchir à notre système de valeurs, réfléchir à est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, etc. Et puis c'est tellement, ça m'aide tellement, même dans mes cours, ça m'aide tellement à prendre de meilleures décisions, à prendre de meilleures décisions en tant que gestionnaire au Majucac, à prendre de meilleures décisions en tant qu'étudiant quand il s'agit de faire mes recherches, ou faire mes recherches, comment je peux les faire, ou travailler intelligent plutôt que travailler durement, par exemple. Puis même, c'est ça, même dans le registre du personnel, ce sens critique, il t'aidera à te protéger des humains qui t'entourent quand tu verras certains signaux que tu vas analyser, qui vont te faire penser potentiellement que tu n'es pas dans un environnement sain, sécuritaire, etc. Puis ça, c'est des choses qu'on développe à travers nos expériences, mais je pense vraiment que ce sens-là, mais je réitère sur le premier parce que pour moi, c'est le plus important, l'empathie. Puis vous tous, vous êtes dans des positions où vous n'avez pas le choix de faire preuve d'empathie, littéralement. Si vous ne comprenez pas les étudiants et les étudiantes de vos établissements, ben, vous ferez faillite. Donc, pour les comprendre, il faut se mettre dans leurs chaussures. On parle beaucoup de milieu inclusif, etc., mais il faut se mettre dans cette position qui est compliquée, hein, de faire preuve d'intelligence émotionnelle, où on recule et on réfléchit, OK, qu'est-ce que l'étudiant vit? Comment je pourrais mieux l'aider? Comment je peux mieux l'accompagner? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Qu'est-ce qu'on veut d'eux, etc. Donc oui, l'empathie, c'est quelque chose de très important. David? Oui, bonjour. Je me nomme Stéphane Savard, je suis conseiller régional autochtone en enseignement supérieur. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut se mettre souvent à la place de l'autre. Hein? Tu sais, dans le parcours, on parle des transitions. Puis, les transitions, souvent, comme Première Nation, on part de loin. Puis, tu sais, je suis content de ce que tu as exprimé, mais tu sais, il y a tout quelque chose de où est-ce que la personne
Elle part quand elle part de sa communauté aussi. Puis il y a tout ce lien-là qu'il faut faire quand on parle des transitions. Fait que c'est important de tenir compte de ça aussi. Oui, on parle de DI, mais on est plus aussi à part aussi au niveau des Premières Nations. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes les premiers peuples. Je veux pas être intégré. J'ai ma place, puis la place, ben, on la veut à égalité. C'est beaucoup plus égalité que intégration. C'est juste ça. Si je peux, merci, hein, M. Savard. Je pense qu'on s'est rencontrés à l'UQAC lors de la journée valorisation culturelle. Voilà. Effectivement, puis on en avait parlé d'ailleurs, c'est que oui, quelqu'un qui va, un membre des Premières Nations qui va sortir de sa nation, de sa communauté pour venir dans un milieu urbain, oui, il y a tout un bagage qui vient avec ce que je me plais à appeler en fait le savoir-être, le savoir-faire appris en fait. Mais ce que M. Savard en fait amenait, c'est que, et ça, on se trouve en fait dans la réflexion coloniale et intégration. Donc, est-ce que en tant que Première Nation, on souhaite intégrer un système scolaire qui a été fait par la société allochtone, ou on souhaiterait davantage, en tant que Première Nation, amener, nous, notre vision de l'éducation? Parce que, là, je vais parler en fait de moi. Ce que ma grand-mère, de la façon que ma grand-mère m'apprenait, ma grand-mère parlait seulement atikamekw. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais saisi totalement qu'est-ce qu'elle me disait. Par contre, j'ai appris avec elle. J'ai appris la manière qu'elle me montrait les choses. Donc, c'est un système d'apprentissage qui est très, très, très participatif. De prendre, puis ça, on peut le voir, d'après moi, on le voit là, dans les écoles primaires, les enfants, maintenant, ils ne peuvent plus être assis pendant 6 heures. Il faut qu'ils bougent. Donc, c'est peut-être que ça prend un système qui serait beaucoup plus participatif. Et je crois que moi, personnellement, en tant que membre des Premières Nations, atikamekw, je me pose la question, est-ce que ça m'intéresse de m'intégrer dans un système éducatif qui a été réfléchi par la société allochtone, ou ça m'intéresse d'amener la vision de l'enseignement, de l'apprentissage dans ce système-là? Et comment le faire? Parce que ma réponse, elle est pas mal faite, là. Donc, vous avez vu. Mais comment le faire? Parce que, bon, on ne peut pas bousculer tous les cadres. On ne peut pas non plus dire, bon, ben maintenant, c'est comme ça que ça va marcher. Il y a peut-être, justement, avec du dialogue, avec une ouverture de consultation, d'intégration et tout ça, intégrer, en fait, la vision de l'éducation et de l'apprentissage dans le contexte scolaire, secondaire, collégial, universitaire, où là, je pense que tout le monde... on prendrait la place, justement, ou faire notre place, ou prendre la place, ou prendre la place, sûrement, M. Savard, on ferait notre place. Oui. Mais voilà, c'est la réflexion que je me fais, puis effectivement, oui, c'est ça. On va écouter M. Savard. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai travaillé l'ensemble de ma carrière sur communauté. Okay? Quand j'ai décidé d'investir, en tout cas d'appliquer sur un poste au ministère de l'Enseignement supérieur, qui est au gouvernement du Québec, et pourquoi, tout ça. Mais j'ai décidé d'y aller pour essayer de changer les choses de l'intérieur. Tu sais, c'est pour ça que tu veux... c'est sûr que je ne m'y retrouve pas tout le temps. Je pense que je suis heurté dans mes valeurs souvent. Mais pourquoi on le fait? On le fait pour ça. Quand ça va venir trop contre mes valeurs, ben, je partirai. Puis ça, je les avais dit en entrevue, dans n'importe quoi. Puis souvent, c'est arrivé. Puis là, le monde me disait, tu sais, je disais, oh, je trouve que je ne suis pas à ma place, ou ainsi de suite. Mais là, le monde me disait, ben non, on reste là. C'est important, mais c'est important que nous, on investisse aussi les lieux de décision, tout ça, parce que c'est ça qu'on peut apporter de l'intérieur. Moi, le ministère, tu sais, sur 450 employés, on est 2. Puis j'étais tout seul l'année passée dans
notre nouvelle direction. Là, on est 2, c'est pas pire. Je viens d'augmenter on a augmenté les statistiques en 1 an. Doublé. Non, tu sais, c'est drôle, mais moi, je suis arrivé au mois de mars l'année passée. Fait que dans le rapport annuel du ministère, il disait 1 autochtone. J'ai dit, c'est le fun, mais il dit l'année prochaine, on est 2. Fait que 100% d'augmentation. Mais je pense que M. Savard, c'est dans toutes les sphères, en fait, hein, d'intégration de la vision autochtone. C'est même en politique. Donc, il y a de la place vraiment partout là, pour ça. Merci. J'ajouterais, parce que j'aime bien la direction où vont les échanges, mais par rapport à l'équité, diversité, inclusion, et on a eu l'occasion de s'entretenir là-dessus, Stéphane, avec les membres du comité aussi. Je veux simplement dire que par rapport à l'équité, le EDI qu'on voit partout, le mouvement dans les universités, les cégeps en boîte, le PA, il y a quand même des mises en garde qui sont faites, qui viennent des voix autochtones pour dire oui, l'EDI, dans les groupes vulnérables, il y a les premiers peuples, mais la considération des affaires autochtones, si je peux me permettre l'expression, de tout l'avancement, de rééquilibrer la justice par rapport aux droits, puis par rapport aux principes aussi que les cégeps signent, notamment de prioriser l'éducation autochtone, de revoir les modes de gouvernance. On ne peut pas traiter ça que par l'EDI, je pense. Puis c'est une question qui nous habite là, au comité, puis on veut effectivement pouvoir échanger à nouveau là-dessus. Là. Puis quelle belle occasion, quelle belle tribune pour le nommer. Mais oui, Stéphane. Ben, c'est parce que dans le fond, le concept d'EDI, souvent, on n'aime pas ça quelqu'un qui est en dehors de la boîte. Je suis désolé, mais moi, c'est qu'on veut mettre une boîte, un être à part entière, puis je n'ai pas besoin de faire mettre une boîte. C'est juste ça au niveau des concepts. D'autres questions? Bien, écoutez, à ce moment-là, je pense que tantôt, je vous entendais, je vous écoutais, ça bourdonnait à la pause. J'ai l'impression que vous avez probablement envie de poursuivre ces discussions-là, peut-être dans un autre lieu. C'est pourquoi on vous invite à poursuivre les réflexions sur les chantiers dans un cocktail de réseautage, donc qui va avoir lieu à la galerie d'art de la bibliothèque. Donc, vous pouvez prendre vos effets personnels, sauf vos manteaux qui vont vous suivre, et monter la pente douce qui se trouve à votre gauche, là, dans le fond, puis tout de suite en entrant à la bibliothèque, la galerie d'art est à votre gauche. Les cours d'eau de chantier vont être là pour répondre à vos questions également. Merci beaucoup.